explorateurs hors de notre champ disciplinaire. Donc, on n'a pas de l'astrophysique aujourd'hui, on a de la sociologie. Nous accueillons Sylvain Laurent, qui est maître de conférence en sociologie au centre Maurice Halbach, je ne sais pas si je prononce correctement le nom du centre, et qui est aussi à l'EHESS, qui est très proche de l'IAP, si vous voyez où c'est. Sylvain a fait sa thèse en 2006 sous la direction de Gérard Noiriel, que vous avez, dont peut-être que ce nom vous dit quelque chose, qui est historien. Et donc Sylvain a été recruté en 2007 à l'université de Limoges, donc, et pour ensuite une mutation à l'EHESS. Sylvain aussi a écrit différents livres. Un sur Militer pour la science, donc qui va être le sujet de cette présentation aujourd'hui, un plus récent sur les gardiens de la raison pardon, avec Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, journalistes au Monde. Vous avez peut-être entendu parler à la radio, dans d'autres médias. La présentation et le travail de Sylvain Laurent est sur la visibilité de la science dans le débat public, sur les mouvements rationalistes, la zététique en fait partie par exemple, et plus généralement son travail est aussi sur les rapports de la bureaucratie du monde économique et ces rapports-là avec le monde scientifique. Voilà, donc je vais te laisser la parole tu as 45 minutes, 1 heure de présentation suivi de questions. Voilà. Merci Johan, merci à l'IAP pour cette invitation. J'espère que le son est correct. Donc j'espère que tout le monde va bien et que vos proches vont bien malgré le contexte. Ça aurait été peut-être effectivement plus on va dire, convivial et peut-être plus facile de se voir en vrai. Mais donc on va passer avec l'idée de faire cette conférence en visio. On a pris de l'habitude maintenant, donc je vais essayer de présenter un petit peu rapidement mes travaux, puis l'objet de l'ouvrage qui me vaut d'être invité aujourd'hui. Donc, comme l'a bien dit Johan, moi je suis, je suis donc à l'EHESS et je m'intéresse plutôt au départ aux questions de groupes d'intérêt économiques, comment les groupes d'intérêt économiques s'organisent, notamment à Bruxelles, pour influencer l'administration et la réglementation dans un sens qui leur est favorable. Donc, c'était l'objet de mon habitation à diriger des recherches, notamment que j'ai soutenues en 2015 et qui portait vraiment sur une forme d'approche à la fois historique et par observation des réunions internes de confédérations patronales européennes, que ce soit le CEFIC, Eurométaux, etc. Et montrer comment elles travaillent en lien avec l'Agence chimique européenne et d'autres agences réglementaires de l'UE. Dans ce cadre-là, en fait, il y a toute une partie, notamment à la fin de mon ouvrage, je m'intéressais à la façon dont la science est enrôlée par ces groupes d'intérêt économique, par ces business associations, et comment, notamment dans les réunions auxquelles j'ai pu assister, on argumente énormément sur la base de données scientifiques. Donc là, typiquement, la slide que je vous projette là, c'était un extrait d'une réunion interne d'un groupe d'intérêt qui défend un métal particulier, et où l'institut, qui en fait porte son nom d'institut, mais comme très souvent dans le lobbying, les instituts sont en fait des faux nés des groupes d'intérêt. Dans cet institut-là, on calculait notre façon de calculer les DNL, les dérivés, pour calculer l'exposition des travailleurs à des substances chimiques. En fait, toute la réunion réunissait 12 toxicologues qui ont tous un doctorat et qui mettent leurs connaissances au service du patronat pour casser les valeurs limites d'exposition que propose l'Agence chimique européenne. Au départ, quand je commençais à travailler sur ces sujets-là, j'avais presque un point de vue inverse. C'est-à-dire que je me disais, il y a des gens qui font de la communication, c'est très bien, ils font du lobbying, d'accord, ils vont voir des députés, mais finalement, il y a une forme d'autonomie de la science et on va dire la partie, on va dire, scientifique, ça reste quelque chose de non d'irréductible. Sauf qu'en fait, ce que je n'avais pas vraiment perçu, c'est qu'il y a un espace qui s'appelle l'espace réglementaire, qui n'est pas l'espace scientifique et qui, en vérité, est une espèce d'interstice entre les deux, où on a d'un côté, on va dire, les revues scientifiques qui se discutent dans le noyau dur de l'espace scientifique, et puis il y a ces experts qui sont convoqués pour remplir des cahiers des charges, etc., et où la science est utilisée. Donc, je rendais compte de ce type de stratégie-là.
Et puis, je travaillais aussi sur d'autres formes de stratégies qui sont alors là plus fourbes, on va dire, ou plus détournées, et qui consistent à faire. Souvent, l'industrie est convoquée par l'administration européenne pour donner son avis, mais on va aussi convoquer les citoyens. Et donc, en fait, le grand jeu, notamment à Bruxelles, c'est d'exister sous les deux casquettes pour l'industrie, et donc de créer ce qu'on appelle des astroturfs, c'est-à-dire des fausses ONG qui vont venir dans une discussion réglementaire prendre aussi la casquette des citoyens. Alors, elle est plus ou moins bien faite, cette fausse casquette de citoyens. Donc là, par exemple, ce sont les Amis du Verre, Friends of Glass, qui en fait sont totalement animés par une agence de relations publiques. Il n'y a absolument personne qui défend le verre, les bouteilles en verre contre les bouteilles en plastique. Et leur argument, c'est de dire que le verre est moins polluant, qu'on peut le recycler, etc. Ce qui est d'ailleurs en partie faux parce que la production de bouteilles en verre produit aussi du CO2. Mais là, l'idée, c'est qu'on va on va créer une fausse ONG qui sera animée par un consultant et qui va intervenir dans les débats publics à Bruxelles. Et on va aussi veiller les réseaux sociaux et essayer d'avoir une espèce d'apparition aussi par en bas, comme si les gens défendaient les bouteilles en verre spontanément. Donc, ce genre de technique-là, en fait, d'un côté, on va voir le politique par la science, de l'autre côté, on crée des phonés citoyens. C'était un peu l'objet de mes travaux, on va dire, jusqu'au 2010-2011. Ce qui s'est passé après, c'est une espèce de mutation du phénomène où on a commencé à avoir une rencontre entre ces deux tactiques, et notamment une organisation qui n'existait pas jusqu'alors, ce Bruxelles, qui était très active au moment en 2005, au moment de la réautorisation, 2015, pardon, au moment de la réautorisation des questions autour du glyphosate, qui s'appelait Sense of Bad Science, qui est une ONG qui existe toujours, qui est financée par l'industrie, mais qui faisait venir au Parlement européen. Donc là, c'est un extrait d'une vidéo de promotion d'un événement qu'avait fait cette ONG au Parlement européen, et qui vise à faire venir des citoyens ordinaires qui vont réclamer le soutien de la science pour que les réglementations européennes soient prises sur la base d'éléments scientifiques. Sauf que donc voilà, donc typiquement, vous allez venir ce garçon Panayotis qui se présente comme un étudiant en mécanique en Grèce, sauf que ce garçon, en vérité, il est en même temps en thèse CIFRE au bureau européen de Toyota. Et qu'en fait, il travaille pour Toyota. Donc, il est étudiant en mécanique. C'est pas un mensonge absolu, mais néanmoins, il n'est jamais précisé qu'il travaille pour une firme qui est sur Bruxelles et qui a un bureau de lobbying. Donc, on fait venir, et en face de ce garçon, en ce moment où il parle, il y a des députés, des eurodéputés qui vont lui répondre en disant on va essayer de faire en sorte effectivement qu'on prenne en compte la science dans nos directives européennes, nos réglementations, etc. Donc il y a eu ce espèce de moment à Bruxelles de fusion entre les deux tactiques de lobbying. Finalement, à la fois on a une espèce d'utilisation de la science dans les sphères réglementaires, mais on a aussi une utilisation de la science, on va dire, par en bas, entre guillemets, où on essaye de prendre la casquette d'un mouvement d'amateurs de science qui va aller parler aux eurodéputés. Une association comme Sense of Bad Science, dans un papier récent pour la revue Zilzel, j'en ai retracé l'histoire, est née aux confrontations, au confluent de trois forces sociales, on va dire. La première, c'est le garçon à droite que vous voyez, qui est Lord Dick Taverne, qui est en fait un consultant pour Philip Morris, qui est devenu Lord à vie sous Tony Blair. Vous savez, on peut proposer des noms pour devenir Lord en Angleterre. Donc, sous Tony Blair, il y a toute une frange comme ça d'anciens consultants et d'acteurs libéraux qui ont été en oubli. Donc lui, il est devenu Lord, donc il a investi les comités de défense de la science dans la Chambre des Lords et la Chambre des communes. Il y a des comités comme en France de réflexion sur la science et les techniques. L'autre force sociale qu'il y a derrière, c'est les gens qui animent ce groupe-là. Ce sont des gens qui sont issus d'un mouvement qui s'appelait Living Marxism. Donc en fait, c'est des anciens marxistes qui ont transformé leur point de vue et qui sont devenus totalement libertariens et qui se réclament de la pensée libertarienne, et puis de l'argent qui vient de l'industrie, et notamment du Cato Institute. Il y a eu tout un dévoilement des financements privés qui viennent des États-Unis autour de ces associations-là en Angleterre. Et donc, mon point de départ, c'était d'analyser cette mutation, finalement, des tactiques de lobbying. Donc là, c'est un extrait des Monsanto Papers. Vous voyez, Monsanto Papers, vous savez, ce sont ces papiers qui ont été dévoilés suite au procès fait à Monsanto aux États-Unis. Quand aux États-Unis on fait un procès à une grande entreprise, l'entreprise est obligée de dévoiler ses archives. Et donc les ONG qui sont parties civiles peuvent mettre en ligne
une partie des documents internes des firmes, ce qui est une source à la fois pour les activistes, mais qui peut être aussi une source pour des historiens ou des sociologues qui arrivent derrière. Donc là, quand vous regardez les Monsanto Papers, les différents canaux d'influence qu'envisage Monsanto pour contrer les critiques du glyphosate dans l'espace public, il y a des premiers niveaux qui sont les niveaux classiques sur lesquels moi je travaillais, donc CropLife International, European Crop Protection Association, ECPA, c'est la business association qui défend les semenciers et l'industrie du pesticide à Bruxelles. Et vous avez un deuxième canal qui est donc le canal académique, donc on va viser les savants, et notamment un des relais possibles, c'est cette ONG Science About Science. Donc, je suivais cette ONG. En fait. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, qui est en fait donc pas une ONG, mais un AstroTurf. Et j'essaie de regarder qui l'invitait en France et qui a travaillé en France. Et alors là, j'ai été un peu déstabilisé, c'est que en fait, quand on regarde qui communique ou relaie du Science About Science en France, on tombe sur l'AFIS, c'est-à-dire l'Association française pour l'information scientifique. Qui est une organisation qui est issue d'un mouvement de défense de la science qui est beaucoup plus ancien, qui est pas un astroturf pour le coup, qui a une vraie ancienneté et qui est aux côtés d'organisations sceptiques belges, françaises, internationales depuis de nombreuses années. Et finalement, le discours de Science About Science, il est relativement raccord aujourd'hui avec cette organisation-là qui a une toute autre histoire et qui, comme l'indique cette image de ce plateau de l'anniversaire qui avait lieu au Palais de la Découverte, existe depuis 50 ans. Donc, un des puzzles ou un des mystères, et puis par ailleurs, l'AFIS elle-même est présentée comme un relais très positif dans les Monsanto Papers, dans les archives qui ont été dévoilées par l'industrie. C'est présenté comme un site avec lequel on peut vraiment travailler. Donc, le puzzle qui s'est posé à moi, ou la question de recherche que je voulais résoudre en historien et en sociologue, c'était comment expliquer qu'il y a comme ça un alignement des astres entre des choses qui sont de l'ordre des stratégies industrielles, où on imite une espèce de défense de la science par en bas, par des citoyens ordinaires, et puis des mouvements qui ont une histoire beaucoup plus longue, une trajectoire politique beaucoup plus complexe, et qui finalement se retrouvent à devenir les relais ou à être vus comme des partenaires de travail pour l'industrie. Alors, c'est d'autant plus étonnant dans le cas de l'AFIS que l'AFIS a une histoire un enracinement quasi révolutionnaire au départ. Donc, c'est une association qui est créée en 1968 par le journaliste Michel Rouzet, qui est donc quelqu'un qui était déjà membre de l'Union rationaliste, une autre organisation de défense de la science sur laquelle je vais revenir, et qui était, avant cela, avant d'être journaliste scientifique, était d'abord et avant tout un militant. C'est quelqu'un qui est un militant SFIO anticolonialiste, qui est dans la tendance révolutionnaire pivert dans les années 1920-1930, qui est plutôt proche de l'anarchisme. Sa première femme, elle a été se battre avec la colonne du Rutty, elle est tuée par des franquistes en 1935. Après ça, il est résistant et donc il est exfiltré de France par le réseau Varian Fry à Marseille. Il rentre dans la résistance et notamment, comme il a des origines polonaises, il fait la connexion avec la résistance polonaise. Après-guerre, il devient membre du Parti communiste français, mais aussi rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle l'Alger républicain, qui est des rares journaux dans lesquels écrivent aussi des gens qui sont colonisés, qui ont le statut d'indigène. Et il se retrouve en 1945, au moment des massacres de Guelma, à couvrir le premier des massacres de Guelma, c'est-à-dire ces massacres de civils par des gendarmes français. Et il fait un rapport sur les massacres de Guelma qui va être lu à l'Assemblée nationale. Le journal va être censuré. Enfin, il y a toute une histoire militante et notamment un journalisme social très fort. Il va couvrir les grèves de mineurs à Montsolimine en 47-48. Enfin, c'est quelqu'un qui était plutôt un journaliste engagé. Et quand il quitte l'Algérie, il se retrouve à travailler comme rédacteur en chef adjoint de Ce Soir, qui est un journal communiste qui est dirigé par Aragon. Et puis, il y a une rupture biographique très forte, c'est qu'il va être suspecté d'être critique du stalinisme ou de pas être ou de jouer d'être un agent secret américain, et donc il est licencié du jour au lendemain et là il se retrouve à devenir visiteur médical et visiteur pharmaceutique. Or, il se trouve qu'à l'époque, le président de l'association des visiteurs pharmaceutiques, c'est Barcia, le fondateur de Lutte ouvrière. Et donc, encore aujourd'hui, il y a toujours un stand de l'AFIS à Lutte ouvrière, ou à la fête de Lutte ouvrière. Et donc, il se retrouve aussi en proximité avec le mouvement trotskiste, sans être forcément lui-même adhérent. Donc, il y a toute cette histoire politique, en fait, qui est avant même la création de l'AFIS, qui explique que son engagement est dès le départ assez critique. Et au moment de créer l'AFIS, si on disait le numéro 1 de l'AFIS,
il est expliqué que les cahiers sont rigoureusement indépendants de tout groupe de presse et d'édition ou des caprices et des combinaisons des hommes d'affaires. Et donc, il y a une transition entre le journalisme social, le journalisme d'engagement et un journalisme scientifique qui aurait vocation à faire comprendre au grand public, non pas simplement à s'exciter sur des découvertes scientifiques commerciales, qui auraient une finalité commerciale, mais plutôt de comprendre le sens de la science, à quoi sert l'effort de recherche, vers quoi on doit tendre aujourd'hui en termes de recherche, et essayer d'expliquer qu'il y a des options préalables dans l'effort de recherche qui ont été prises et que la science est ce mouvement humain vers la connaissance qui a une complexité. Donc on est quand même assez loin de ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire des stratégies industrielles à Bruxelles, et on est plutôt dans l'histoire très clairement marquée d'un mouvement social qui avait aussi des prolongements du côté de la science et de la réflexion scientifique. Donc très rapidement, pour essayer de comprendre cette évolution-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que déjà, il n'y avait pas de livre en fait, existant sur l'Union rationaliste, sur l'Association française d'information scientifique. Il y avait quelques notices de biographie ou d'histoire sur certains fondateurs ou certains points, mais c'était produit par les acteurs eux-mêmes. Et l'autre souci, c'est qu'on avait à côté de ça une histoire des institutions scientifiques, mais qui est plutôt une histoire des découvertes. Mais entre les deux, c'est-à-dire en quoi des savants peuvent devenir des personnages publics pour défendre la science elle-même, et pas simplement parce qu'ils ont fait une découverte, ça, il n'y avait pas énormément de travaux là-dessus. Et je peux comprendre pourquoi, parce que ce n'est pas si simple. Bon, il y a notamment 3 problèmes de méthode qui rapidement se sont posés. Le premier problème, c'est que quand on veut travailler sur des savants qui s'engagent dans l'espace public, on court rapidement le risque du relativisme. C'est-à-dire, est-ce que finalement, je ne suis pas en train d'analyser des gens qui sont porteurs de la vérité et de critiquer des savants, alors que moi-même, je peux en faire des sciences sociales. Donc là, il y a une difficulté qu'il faut d'emblée lever et qu'il faut expliciter. C'est qu'il y a des différences très fortes entre la vérité scientifique telle qu'elle s'est établie dans le champ scientifique, donc il y a un espace où il y a des revues, des discussions, des méthodes, et puis la façon dont les arguments savants passent en politique. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut intégrer, c'est que un savant, quand il intervient dans l'espace public, il peut défendre des énoncés qu'il considère comme étant la vérité scientifique, mais souvent, il a déjà délaissé tout un tas de façons de s'exprimer qu'il a dans le champ scientifique. Notamment, le langage n'est pas du tout mathématisé, il utilise des mots de sens commun pour faire comprendre, à tel point que des fois, certains savants interviennent en disant « non, mais là, il ne fait pas que vulgariser, il raconte n'importe quoi, etc. » Donc là, il y a cette distorsion déjà entre, on va dire, comment on parle de certains objets, de certains phénomènes dans l'espace scientifique et la façon dont ces savants en parlent dans l'espace public. Le deuxième problème qui très rapidement se pose, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'ils se trompent en fait assez souvent. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple la première conférence d'Étienne Rabot, qui est un biologiste de la Sorbonne, que la première conférence qu'il fait pour l'Union rationaliste, en fait, c'est une conférence anti-darwiniste. Et à l'époque, une partie de la biologie française, ça c'est bien montré dans le travail de Laurent Loison sur les néo-lamarckiens français, une partie de la biologie française à l'époque, elle est anti-darwiniste. Et en fait, il y a une espèce de patriotisme des biologistes qui très tard vont lâcher face ils vont reconnaître que leur erreur. Et donc, il y a la première conférence dans l'espace public pour défendre la science. En fait, elle est fausse complètement sur le plan scientifique. Et donc, ce qui est important, c'est d'introduire une forme d'historicisation qui n'est pas pour moi une forme de relativisme, parce qu'en fait, si on sait qu'elle est fausse, sa conférence, c'est parce que depuis, des outils scientifiques ont été mis en œuvre qui montrent qu'il avait tort, mais d'arriver à comprendre que quand on travaille sur ces engagements savants, on est obligé de prendre un peu de distance avec le dogmatisme qu'ils affichent, parce que quand on les écoute, en fait, ils sont la science incarnée dans l'espace public. Et l'autre dernier point de méthode un peu compliqué, c'est que quand vous analysez les débats internes dans ces organisations, en fait, tout le monde parle au nom de la science, même quand ils ne sont pas d'accord. Et surtout, on ne sait absolument rien sur leur véritable appartenance. C'est-à-dire que la personne soit au Parti communiste, qu'elle soit à la SFIO, qu'elle soit dans des mouvements plutôt libre-penseurs, etc. Les appartenances politiques sont systématiquement dissimulées et il faut les trouver par d'autres archives, en fait. Il faut éclairer les personnages par d'autres sources et pas simplement par les lectures internes des bulletins de ces associations-là. Ce qui, là aussi, est un peu compliqué à analyser. C'est-à-dire que tout le monde parle au nom de la science et on a du mal à isoler quelles sont les autres composantes de l'identité sociale des personnes.
Donc pour essayer de faire ce travail-là, j'ai pris 4 sources principales. La première, ce sont les archives de l'Union rationaliste, qui étaient dans les locaux de l'Union rationaliste à l'époque, qui aujourd'hui ont été en partie détruites. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont jeté, comme souvent dans les associations, ils ne conservent pas toujours les archives, ce qui complique le travail des historiens. Et donc, qui est une organisation, on va dire, la principale, l'organisation mère qui se réclame du rationalisme dans l'espace public français à partir de 1930. Une autre source que j'ai utilisée, c'est celle de la FIS. Alors, pas les archives de l'association, mais les archives du fondateur, donc Michel Rouzet, dont j'ai parlé là, et qu'aujourd'hui j'ai déposé à Nanterre. Je les ai retrouvés par un hasard de circonstance, parce que une de ses membres de sa famille travaillait à l'EHESS, elle les avait gardés dans sa cave, et donc là j'ai eu des sources personnelles en fait que depuis j'ai déposées aux archives publiques. Les archives que j'ai trouvées aussi, ce sont tous ces revues de laboratoire de zététique, les cercles de zététique à partir des années 80 qui se réclament à la fois de cette filiation-là, parce que souvent les membres sont aussi membres de l'Union rationaliste, mais avant ce nouveau mot qu'est la zététique, l'art du doute, on y reviendra un peu plus tard, et puis des entretiens que j'ai pu faire avec tel ou tel militant de ces mouvances-là. Comme j'ai pas, on m'a laissé 45 minutes, je vais pas faire tout le livre, je vais me concentrer sur 5 moments, 5 séquences qui correspondent à des tournants ou à des moments un peu parlants de comment ces organisations fonctionnent et défendent la science dans l'espace public. Et l'autre élément un peu particulier, c'est que je vais faire des focus aussi sur les astrophysiciens et les astronomes qui sont dans ces mouvements-là, et ils sont assez nombreux en fait, quand vous allez le voir. Donc tout d'abord, le tournant de 1930. Donc, l'Union rationaliste, et le mot de la raison, bien sûr, on pourrait remonter aux Lumières, on pourrait faire une espèce de régression historique jusque même à la Renaissance. Il ne date pas des années 30. Mais pourquoi je commence dans les années 30? C'est parce que c'est la première fois qu'on a une organisation politique, une association qui se réclame du terme de rationalisme dans son nom et dans ses statuts, afin de défendre la science. Et donc là, il y a un tournant, en fait, quand même assez visible dans les années 30, qui correspond à une séquence historique particulière et qui correspond à la création d'une union rationaliste. Alors, c'est par rapport justement à la discussion intéressante que nous avions avant de commencer, le tournant principal est lequel? Il est qu'en fait, on sort d'une forme d'anticléricalisme, on va dire, classique dans l'espace français. On est vraiment après la loi 1905, donc on est dans un moment où il y a eu séparation de l'Église et de l'État. Mais avant ça, bien sûr, il y avait la calotte, le mouvement de la libre pensée, qui a très bien analysé l'Alouette. Et donc là, il y a des livres, d'histoire sur le mouvement de la libre pensée. Mais la différence, c'est qu'on a un mouvement de savants qui va se mettre en avant dans l'espace public et qui va avancer l'idée qu'il ne suffit pas d'être contre les religions, et qu'en fait, être contre les religions, ça ne fournit pas un programme pour la raison. Et donc là, il y a un tournant historique qui consiste à dire, maintenant qu'il y a eu séparation de l'Église et de l'État, les religions sont de l'ordre de la sphère privée. Par contre, si on veut faire progresser et faire reculer l'obscurantisme et faire progresser la raison, il faut un projet positif. Et ce projet positif, il suppose de créer un espace pour la science et pour l'autonomie de la science. Et cet espace, il doit être administratif. C'est l'État qui doit prendre en charge, donner aux savants un espace administratif autonome, leur donner des statuts et autonomiser. C'est un espace par rapport à d'autres pouvoirs. Alors là, les pouvoirs de l'époque qu'ils ont en tête, le principal notamment, c'est le pouvoir militaire. C'est-à-dire qu'on est dans une phase après la guerre de 14-18 où la science a été beaucoup critiquée. On a des critiques qui ont été faites, notamment parce que les armes chimiques dans les tranchées, la perfection des sonars, des sous-marins, etc. Toute cette génération-là de savants qui s'étaient engagés un peu coréens dans la défense de la République, se retrouvent paradoxalement très discrédités dans l'espace public et très critiqués parce qu'ils sont vus comme ayant mis la science au service de la guerre. Donc il y a vraiment cette idée aussi que maintenant, pour faire progresser la science, il faut autonomiser en partie la recherche par rapport au pouvoir militaire et puis par rapport au pouvoir économique. Le tournant se concrétise par un appel, notamment, sur lequel je vais revenir un petit peu, mais qui est aussi, on trouve des savants de quasiment toutes les disciplines. Alors, ce n'est pas simplement un mouvement, même si les physiciens sont très représentés. On va trouver aussi, ce n'est pas seulement un mouvement qui est porté par une discipline, mais par des biologistes, et y compris même des sociologues. C'est-à-dire que pour moi qui suis sociologue, je vois bien que voilà, il y a toute la galaxie des Durkheimiens. On va retrouver Simian, on va retrouver Fauconnet, etc. Des gens qui sont des fondateurs de la sociologie des sciences sociales, des philosophes comme Alain, etc.
Donc là, c'est les gens qui s'expriment sur le premier appel. Et donc, on a cette nébuleuse d'acteurs. Donc, on a Henri Roger, qui est un des porteurs, des piliers du projet, qui est donc doyen de la faculté de médecine. Comme vice-président, on a Paul Langevin, qui à l'époque, bien sûr, incarne la pointe de la physique française. On a après des acteurs comme comment il s'appelle, Louis Lapic, qui lui est ici, là, voilà, physiologiste. Et donc, on a ce groupe-là qui est porteur de ce projet-là. Alors, comment on peut l'analyser historiquement? Bon, on pourrait le dire, déjà, c'est une prolongation de débat qui a lieu dans l'espace de la franc-maçonnerie. Notamment, le cercle est une émanation du cercle Berthelot. Et donc, dans la littérature de l'époque, notamment dans les débats francs-maçons, on oppose Berthelot et Renan. Renan, c'est la figure du sceptique. Berthelot, c'est la figure du rationaliste. Alors, quelle est la différence entre un sceptique et un rationaliste dans la façon dont ils en parlent? Berthelot, c'était un chimiste qui créditait la science d'une valeur positive avant même d'arriver sur une controverse, une dispute. Il donnait raison, il faisait confiance à la science pour résoudre des problèmes. Là où dans la posture sceptique, on accepte les méthodes de la science, mais on prend chaque controverse les unes après les autres et on ne part pas du postulat que la science serait un bien et un progrès absolu pour l'humanité. Et donc, il y a une polarisation comme ça dans la mouvance franc-maçon. Et donc, là, on est plutôt dans le pôle rationaliste, des gens qui se réclament de l'esprit de Berthelot et qui disent, en fait, la science est un progrès humain et il faut la défendre en tant que telle. C'est aussi une affirmation d'un universalisme scientifique, c'est-à-dire que ce sont typiquement comme Langevin, des gens qui sont aussi au comité Solvay, c'est la fraction de la science physique qui est plutôt connectée à l'international et qui est en opposition aux physiciens catholiques, et notamment à Branly, etc., qui avaient barré Marie Curie à l'Académie de médecine. Donc c'est aussi une forme c'est plutôt des pointes avancées de la science française qui se réclament de l'universalisme scientifique. Donc Einstein est au comité d'honneur de l'association, Russell, etc. Donc il y a vraiment cette idée d'une raison européenne aussi, et pas simplement française. Donc il y a cette idée de dépasser les nationalismes scientifiques aussi, qui est mise en avant dans beaucoup de textes. Et puis surtout, c'est un plaidoyer aussi ce noyau-là, on va le retrouver en 1939, à l'origine de la création du CNRS. Mais dès 1930, c'est aussi un groupe qui pousse pour l'instauration d'une caisse mutuelle, qui combat aussi contre la précarité. Donc, il y a une revue qui s'appelle Jeunes Sciences et qui combat pour que les jeunes aient des statuts dans l'université, et qu'ils ne soient pas sur des contrats courts ou qu'ils ne soient pas limités à être des sans statut, comme on disait dans les années 60. L'autre particularité, c'est qu'une partie de ces savants sont aussi liés à l'affaire Dreyfus et ils sont cette affaire Dreyfus en héritage, c'est-à-dire ce moment où il fallait faire triompher la vérité en politique, et donc il y a cette idée que l'espace public doit reposer sur la vérité. La particularité aussi, c'est que c'est des gens qui sont, comment dire, qui se connaissent depuis l'affaire Dreyfus, mais qui pourraient potentiellement être divisés depuis 1920 dans leur rapport au communisme. C'est-à-dire qu'on a quand même eu le congrès de Tours, dont on fête le centenaire cette année, qui a créé une division entre SFIO et Parti communiste. C'est des gens qui veulent considérer que la science est au-dessus de ces divisions entre socialistes et communistes, et notamment que la science va résoudre les problèmes sociaux et que donc elle n'a pas à être soumise à ces enjeux d'opposition. Donc typiquement, Paul Langevin, par exemple, est président du Cercle pour la Russie neuve, donc il est plutôt philo-soviétique et il voit plutôt d'un bon œil la révolution en Russie, et ça même avant la guerre. Et de l'autre côté, on a des acteurs comme Louis Lapic qui, eux, critiquent le régime stalinien, sont allés faire leur voyage en URSS et puis sont revenus critiques du non-respect des droits de l'homme de ce côté-là. Et donc ces acteurs-là considèrent que la science est au-dessus de ces divisions entre socialistes, radicaux et communistes, et qu'elle permettra de dépasser et de résoudre ces problèmes politiques ponctuels. Et notamment, il y a cette phrase de Jean Perrin qui dit mais peu importe finalement que je sois socialiste ou communiste ou quoi que ce soit, de toute façon, la science va résoudre la question sociale. C'est-à-dire, la science, notamment, va donner à manger à tout le monde parce qu'on va améliorer l'agronomie, elle va électrifier le pays. Enfin, il y a vraiment cette idée que la science, elle est au-dessus des divisions du parti. Et donc, la référence à la raison, au rationalisme, permet de faire une espèce de front populaire dans la science avant l'heure. Donc, on est en 1930.
Et on a déjà des acteurs qui se réclament d'une union de la gauche de la gauche scientifique, entre guillemets. Alors c'est possible aussi, donc là c'est pour ça que j'avais mis ce logo. Donc ce logo, c'est le logo d'une loge du Grand Orient qui s'appelle la Loge Vérité, dans laquelle plusieurs membres de l'Union rationaliste ont après donné des conférences. C'est qu'à l'époque, le terme de rationaliste, il n'a pas encore été racheté ou repris en main par le Parti communiste français, et ça reste un thème suffisamment... à l'époque, les références, on va dire, franc-maçonnes, anarchistes, comme là, ici, une ligne de 10 mètres, tout ça forme une forme de syncrétisme de gauche qui n'est pas encore complètement figé. On n'est pas dans la période de guerre froide, on a des mots comme ça qui circulent dans un espace qui va des radicaux, des libres-penseurs, aux désocialisants, aux plus proche du Parti communiste français. Donc, si on regarde les premiers bureaux de l'association, il y a une espèce d'équilibre qu'on va retrouver entre à la fois des disciplines, donc des physiciens, des biologistes, des médecins, et puis aussi des gens qui, si on mettait les étiquettes politiques, ne seraient pas exactement, sont plutôt marqués à gauche, mais ne sont pas tous dans les mêmes structures politiques. Et on va avoir, donc là c'est les premiers bureaux, on va avoir ce noyau-là qui va, alors au moment de la guerre, une bonne partie va être obligée de s'exiler. Notamment le travail de Sébastien Louis montre bien le rôle de la Fondation Rockefeller pour en exfiltrer certains. Et puis, Paul Langevin, lui, il a signé à résidence et donc il est surveillé par les nazis. Une partie du matériel de l'Union rationaliste de l'association, dont l'activité principale est de faire des conférences, d'animer des balles scientifiques, etc., de faire une connexion aussi avec l'enseignement secondaire. Donc les archives sont saisies par la Gestapo. Il y a un récit de cette saisine par Paul Langevin en 1945. Et après-guerre, l'association, qui aurait pu disparaître complètement, va être recomposée. Et elle va se reconstruire autour de Paul Langevin et de grandes figures issues de la résistance. Et notamment une reprise de la parution des Cahiers rationalistes, qui est la revue de l'association, qui essaye d'analyser les rapports entre hitlérisme et raison. Comment ça se fait qu'on n'a pas pu empêcher ce désastre-là, sachant que par ailleurs, l'association avait plutôt anticipé la montée du nazisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une critique du nazisme dans les cahiers rationalistes qui est très, très précoce. Dès 1933, il y a, à peu près tout est écrit, notamment parce que les savants comme Einstein, etc., qui ont dû s'exiler, ils sont aussi membres d'honneur de l'association, donc ça circule très rapidement. Et des acteurs qui sont dans la revue participent à d'autres contributions antifascistes. Et puis, même, j'aurais pu peut-être signaler ça aussi. Là, la photo de l'ouvrage où on les voit, les trois, notamment Langevin, Co, etc., en train de lever le poing. Là, cette photo, elle est prise lors d'une manifestation antifasciste. Ils sont membres aussi, pour certains, du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Donc, il y a toute une critique aussi de la montée du fascisme qui est vue par ces savants de façon assez précoce. Donc là, on arrive à un deuxième moment, après-guerre. Donc, il y a une recomposition de cette organisation-là et de la référence au rationalisme, qui va être marquée notamment par l'influence du Parti communiste français. Notamment, il y a la création de la revue La Raison, qui se réclame du rationalisme moderne. Le Parti communiste investit énormément ces associations-là. Et donc, il y a la tentation au PCF d'en faire une organisation satellite, c'est-à-dire d'en faire une organisation qui aurait une autonomie apparente, mais qui finalement serait totalement tenue par le Parti communiste. Alors, ça va être en partie le cas. Simplement, la façon dont le Parti communiste va utiliser cette organisation-là est un peu plus tactique et du coup laisse un peu plus de marge de manœuvre que pour d'autres organisations satellites. Tout d'abord, on va trouver des gens qui sont dans l'association, l'organisation, mais qui ne sont pas des communistes. Typiquement, Paul Couder, par exemple, qui lui est un trotskiste de la 4e internationale, tout ce qu'il y a de plus internationaliste, et qui va être là invité en tant que responsable de l'Observatoire astronomique de Paris à participer au bureau de l'association, qui lui-même va faire rentrer d'autres astronomes qui ne sont pas des gens du Parti communiste français. Par exemple, Jean-Claude Pecker, qui lui a été encarté lui aussi pendant la Seconde Guerre mondiale dans un parti trotskiste, mais qui, après-guerre, ne va plus être encarté, mais restera dans une sympathie vis-à-vis du trotskisme, rentre à l'Union rationaliste, Jean-Claude Pecker, via Paul Couder. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'on va laisser dans cette organisation qui est quand même plutôt proche du Parti communiste français des gens qui ont d'autres parcours ou d'autres trajectoires. Autre personnalité qui a une importance dans l'histoire de l'Union rationaliste, c'est Prosper Alfaric, qui est un ancien prêtre, théologien, qui a été excommunié pour avoir essayé de faire une analyse scientifique de la vie de Jésus,
qui est excommunié, mais qui reste professeur de théologie à Strasbourg et qui donc va être membre de l'Union rationaliste et vice-président même pendant plusieurs années. Donc il y a cette idée, si on regarde les bureaux de l'Union rationaliste après-guerre, on va retrouver quand même l'idée que le PCF tient la structure, notamment parce que le nouveau président après la mort de Langevin, ce sera Frédéric Joliot-Curie. Mais on va y retrouver des gens comme Paul Couder, donc, qui est un astronome, et puis des gens comme Prosper Alfaric ou d'autres qui ont des parcours, pour le coup, pas du tout marqués par un encartement ou une carte au Parti communiste français. Et puis il y a cette ouverture vers les gens qui réorganisent, alors même qu'ils sont souvent socialistes ou radicaux ou libres penseurs, l'administration de la recherche. Donc, pour le résumer, finalement, le Parti communiste va laisser cette organisation subsister comme une plateforme entre le monde communiste et, on va dire, le monde franc-maçon ou la libre pensée. L'autre particularité après-guerre, et donc ça on le voit dans beaucoup de parcours d'acteurs, que ce soit Jean-Claude Péquer ou ici Ivry Schatzman qui va être président pendant presque 30 ans de l'Union rationaliste après le départ de Julio Curie et de Kahn. Euh, donc Ivry Schatzman, c'est un astrophysicien, donc j'imagine que vous connaissez mieux que moi les travaux, qui lui va s'investir dans la défense de la science, mais dont il raconte lui-même, en fait, dans ces biographies-là, très souvent, l'entrée dans la carrière scientifique et l'entrée dans le militantisme pour la science et l'entrée dans le communisme, tout ça va un peu de pair, en fait. Hein. Donc là, il raconte dans une lettre, notamment, que j'ai retrouvée dans les archives. Donc, il faut savoir que, en fait, je suis venu faire les archives à l'Observatoire astronomique parce que vous avez conservé notamment toutes les archives personnelles d'Evry Schatzman. Donc, cette lettre, elle est dans vos locaux. Donc, il raconte que quand il est rentré dans la science, c'est quand il était étudiant à l'ENS et que donc, ses parents avaient été arrêtés par les nazis. Et lui s'est retrouvé, alors que son père était déporté, dans la famille à Lyon et il se trouve qu'il était très isolé. Et il raconte, voilà, il y avait des communistes dans le laboratoire de la faculté des sciences où je travaillais. C'est auprès d'eux et auprès d'eux seuls que j'ai trouvé le réconfort et l'aide morale dont j'avais besoin. Est-ce que c'était pour faire un adhérent? Je ne le crois pas. Même si cela a été, je leur suis encore reconnaissant d'avoir écouté ma détresse et supporté mes larmes. Ils m'ont fait connaître quelques textes marxistes et mon naïf amour de la science a fait que mon cœur a battu lorsque j'ai cru comprendre qu'il existait une connaissance scientifique de la société qui permettrait un principe d'agir en sachant quelle société construire. Et donc là, ce qui est très intéressant dans cette génération et qu'on comprend à la lecture de ces lettres échangées, c'est qu'on a des savants pour qui l'engagement dans le métier de savant, l'engagement dans le communisme et la croyance dans l'idée qu'avec la raison, on va aussi comprendre la société, tout ça va de pair, en fait. Et ça, je pense que si on n'a pas ce genre de trajectoire en tête, on ne comprend pas, par exemple, l'affaire Lysenko. Pourquoi des savants communistes sont mis à soutenir la science prolétarienne contre la science bourgeoise en écoutant les mots d'ordre du PCF? C'est parce que vraiment, il y a cette croyance dans une partie de cette génération que tout va avec, en fait. Et ça renvoie à leur propre biographie, à la façon dont ils sont arrivés sur ces questions-là. Et donc là, on n'est plus du tout dans le contexte, on va dire, du Front populaire. On a cette idée que la raison, c'est ce qui va faire un rempart contre la bombe atomique, notamment, hein, contre une guerre froide qui pourrait dégénérer. Et le Parti communiste garde cette structure comme un pont vers ce qu'ils appellent en interne des organisations bourgeoises. Mais il y a un rapport tactique des savants communistes où ils disent à travers cette structure-là, on peut rester en lien avec des gens qui ne sont pas des communistes et c'est important qu'on ait ce moyen de se défendre dans un contexte où les critiques vis-à-vis du communisme ou même la paix peuvent être menacées. Et donc ça, on le voit par exemple au moment où le président de l'Union rationaliste, Frédéric Joliot, est évincé du CEA. Très rapidement, l'Union rationaliste organise des conférences avec des savants qui ne sont pas que communistes et qui viennent défendre l'idée qu'on n'a pas à licencier ou à mettre de côté un savant par rapport à ses opinions politiques. Donc là, on a une autre façon. On n'est plus dans le ciment du Front populaire des années 30, on est dans un contexte de guerre froide et la référence à la raison, elle sert à faire un lien entre monde communiste et monde non communiste. L'autre usage qui va être fait de cette union rationaliste et qui est assez intéressant, c'est de montrer que ça va être pour les savants communistes eux-mêmes un moyen de mettre à distance la direction du PC. C'est-à-dire que dans certaines séquences, notamment après l'affaire Lysenko, cette organisation on va être vu comme d'un mauvais œil par la direction du Parti communiste français, parce qu'on considère que finalement les savants français n'ont pas vraiment défendu Lysenko comme il fallait, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils ont toujours pris des pincettes, ou ils ont cherché à nuancer leur soutien. Et donc très rapidement, de l'autre côté, du côté du côté du pôle, on va dire
non communiste, Union rationaliste, c'est vu comme une organisation du Parti communiste français, mais vu depuis le Parti communiste français, cette organisation, elle est vue comme suspecte, en fait. Hein. Si on lit, par exemple, les notes personnelles les notes internes que renvoie Victor Leduc, qui à l'époque, en 49, est en charge de l'encadrement des savants, il voit dans cette organisation-là une espèce de lieu où subsiste une espèce de gens qui sont encore dans les années 30, où on pense encore que la raison est au-dessus de tout, y compris au-dessus du parti. Quoi. Et ça, c'est pas possible du point de vue de Victor Leduc. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Victor Leduc, à cette époque-là, il encadre les savants, il est un peu le maton des savants communistes, et après, lui-même, il est victime d'une forme de purge, il va les rejoindre. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien comment ils sont vus, ces acteurs-là, comme étant des gens qui ont un rapport quasiment idéaliste à la raison, qui ont lu Rousseau et qui considèrent que finalement Marx continue Rousseau, continue les Lumières. C'est assez flagrant de voir comment il y a une espèce de tentative de mettre au pas cette espèce de vision qui serait encore nourrie d'une forme de philosophie libérale finalement, alors même que les gens sont engagés au PC. Donc il y a cette espèce d'ambiguïté aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'Union rationaliste est vue comme un lieu à redresser idéologiquement, y compris par la direction du PC, ce qui fait que dans certains moments, il y a une espèce de double jeu. Alors, j'ai pas le temps de développer, mais là, j'avais pris cette lettre parce que bon, c'est Schatzman, qui est donc astrophysicien, a été pris dedans, mais quand Schatzman arrive à l'Union rationaliste, le PC lui tombe dessus, et notamment à travers Jean Orsay, qui lui reproche un édito qui n'est pas assez pro-marxiste. Et donc, d'un côté, Ernest Kahn, qui l'a fait rentrer, qui est le chimiste, qui est secrétaire général de l'association, lui dit « T'inquiète pas, il n'a pas compris que ça n'était pas au PC et je vais le gérer. » Et de l'autre côté, on voit bien comment il défend l'idée que justement, ces tactiques, on fait du rationalisme, mais c'est pour faire un pont vers les milieux de la libre pensée, et que bien sûr, le marxisme n'a rien à craindre dans cette confrontation avec des milieux de la libre pensée. Donc, ce qui fait que l'Union rationaliste va devenir cette espèce de lieu aussi de cristallisation de toutes les dissidences, que ce soit Jean-Pierre Vernant, Victor Leduc, tous les gens qui sont, on va dire, au PCF, mais opposants à la ligne stalinienne. Et ça va être encore plus fort après 65, où ça va être le lieu, à travers la création d'une nouvelle revue qui s'appelle Raison présente, de la défense de l'idée que l'aliénation, elle n'est pas qu'économique, et que les marxistes devraient aussi penser qu'il existe une aliénation culturelle. Et donc, et que cette aliénation culturelle, elle peut avoir lieu dans le parti. Hein. Donc, c'est aussi des dissidents qui vont dire, finalement, le problème n'est pas que le culte du chef, le stalinisme, ce n'est pas que le culte du chef, il y a aussi un problème de l'ordre de l'aliénation culturelle, et les vrais rationalistes devraient travailler cette question de l'aliénation culturelle. Comment on peut être dominé sur le plan culturel, et donc aveuglé par le fait qu'on est aliéné sur le plan culturel. Et que cette aliénation, elle fonctionne y compris à l'intérieur du parti politique. Donc, bien sûr, là, ça renforce encore plus le caractère déviant aux yeux du Parti communiste de ces gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui essaient de porter une vision ou qui font une espèce de syncrétisme entre le marxisme et le libéralisme classique en philosophie. Sauf qu'en faisant ça, en fait, ils sont vus par les gens qui sont union rationalistes et pas communistes comme étant des gens qui vont politiser la structure, ils vont susciter l'opposition des savants rationalistes, mais non communistes, et notamment ceux qui défendent l'instrumentation. Donc là, il y a notamment la section, par exemple, strasbourgeoise de l'Union rationaliste, qui est animée par un garçon qui s'appelle Michel Rousse, qui est champion d'échecs et qui est mathématicien, si je me souviens bien. Lui, il n'est pas du tout communiste. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent nous parler d'aliénation culturelle? Nous, on est une association qui défend la science, on est là pour défendre la méthode scientifique. Et là, dans ce tournant des années 70, on a deux courants très très forts. Un premier courant donc, qui dit être rationaliste, c'est finalement être communiste, mais en restant fidèle aux idées des Lumières. Et une autre branche qui dit non, être rationaliste, c'est défendre l'instrumentation, la méthode scientifique dans l'espace public. C'est-à-dire, on va expliquer c'est quoi l'esprit de laboratoire, et on va montrer aux gens qu'avec un peu de rigueur intellectuelle, finalement, ils peuvent résoudre des problèmes très simples qui se posent à eux dans l'espace public. Et donc là, il y a deux visions assez différentes du rationalisme. D'un côté, le rationalisme comme étant une réflexion sur vers où va la science, à quoi sert la science. Est-ce qu'une bombe atomique, c'est une production rationnelle? Et donc là, les tenants de cette dire rationalisme engagé vont dire ben non, la bombe atomique n'est pas rationnelle parce qu'elle va détruire l'humanité, et donc toute production qui est inhumaine n'est pas rationnelle parce que le but de la raison, c'est un progrès humain. Et donc si les applications scientifiques sont anti-humanistes, elles sont irrationnelles. Alors que de l'autre côté, on a des acteurs comme Rousse qui disent mais non, la bombe atomique, elle est ni rationnelle, pas irrationnelle, c'est l'usage qu'on en fait
qui pose question. Et donc, par exemple, dans un contexte où les Vietnamiens seraient attaqués par les Américains, bah, s'ils avaient la bombe atomique, bah, ça éviterait peut-être des morts, et donc c'est humaniste. Donc là, il y a vraiment deux visions très différentes qui s'affrontent de ce qu'est la raison et du rapport entre science et raison. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que finalement, ils vont s'en sortir, ils vont pas exploser, mais la seule façon qu'ils vont trouver pour s'entendre, c'est qu'ils vont se mettre d'accord sur l'idée qu'il faut sauver le grand public de l'ésotérisme. Parce que d'un côté, on va avoir des acteurs issus du communisme qui disent il faut combattre l'aliénation culturelle et donc il faut aller éduquer le grand public et donc éduquer les prolétaires. Et de l'autre côté, on a ces partisans de l'instrumentation et de la réponse, de la méthode scientifique de laboratoire appliquée à tous les problèmes qui se disent le problème, c'est la crudité des gens et donc on va leur expliquer la méthode scientifique. Et donc la seule façon qu'ils n'ont de pas éclater en interne, c'est qu'ils vont projeter leur perception commune vers l'extérieur et s'allier pour sauver le grand public de l'ésotérisme. Et c'est à partir de là qu'on va avoir la création de la FIS. Hein. Donc en 68, vous avez l'abbaye de Royaumont, qui est l'espèce de moment de Cénacle où ils essaient de créer une ligne commune qui mêle à la fois les formations du Grand Orient, les communistes, etc., qui sont membres de l'association. Et de l'autre côté, on va avoir quasiment en même temps la création de la FIS qui se bat contre les pseudosciences et qui se bat contre les rationnels. Et donc là, le tournant de la fin des années 60, c'est cette idée que finalement, les rationalistes, pour pouvoir continuer leur combat, ils doivent combattre la question des ovnis dans l'espace public, des maisons hantées, la bague à Daniel, donc, et aussi surfer sur des thèmes un peu populaires que tout le monde connaît pour toucher le grand public. Hein. Donc on prend une croyance populaire, quelque chose qui a par exemple le Saint-Suaire à Turin, et on va essayer de travailler cette question-là que tout le monde connaît avec des outils scientifiques. Et on utilise la notoriété ou le capital médiatique déjà acquis par Jean-Claude Bourret ou Daniel Gilbert pour essayer de convaincre l'opinion et la retourner en lui faisant comprendre ce qu'est la raison. Alors là aussi, c'est une forme d'aveuglement en partie, c'est-à-dire que très souvent, ces acteurs-là croient toucher des gens et les convertir, alors qu'en fait, souvent, leur public est déjà plutôt prédisposé à les lire et à être de leur côté. Donc ça aussi, c'est que c'est un ton où on essaie de convaincre des gens, alors que très souvent, ces personnes-là sont déjà des publics d'ingénieurs, d'autodidactes qui ont rapport à la science plutôt positif. C'est notamment ce que montraient Boltanski et Maldier quand ils ont fait une enquête de sociologues dans les années 70 sur quels sont les publics qui consomment de la vulgarisation scientifique dans les années 70, qui lisent Sciences Civiques, etc. Ben, ce sont plutôt déjà, alors souvent c'est des gens jeunes, plutôt des fils d'ingénieurs, etc., qui sont déjà plutôt dans un rapport positif à tout ça. Mais ça marche. C'est-à-dire que quand vous lisez les archives de Michel Rouzet, que j'ai déposé à Nanterre, il arrive à avoir un public qui est à la fois composé de savants installés, donc on retrouve dans ses courriers personnels des lettres d'Alfred Kassler, de chercheurs confirmés, de prix Nobel, etc., qui lisent ses productions, et en même temps des gens qui sont parfois au chômage, ouvriers dans le secteur public, etc., et qui aiment ce type d'approche de la science. Par contre, ce qui est complètement abandonné et qui est un gros contraste avec la décennie d'avant, c'est une réflexion sur à quoi sert la science et comment on doit se positionner par rapport aux applications industrielles. Donc, par exemple, sur la question des centrales nucléaires, toute critique des centrales nucléaires vont être assimilées à l'ésotérisme. En fait, critiquer les centrales nucléaires, c'est un peu comme croire à la parapsychologie. Et sur certaines applications comme les pesticides, notamment le DDT, on va trouver des articles très différents selon la source, qui est la source du moment du journaliste qui écrit. Donc là, on a une forme de transition vers un quatrième moment, qui est le fait que pendant ce temps-là, la science elle-même, elle a changé. C'est-à-dire la science des années 30, des années 50, c'est pas la même en termes de structure. Dans les années 50, on a eu un pilotage de la recherche qui est devenu beaucoup plus bureaucratique. Et, tout un tas d'instituts qui ont été créés dans les années 60, l'INRA, l'INSERM, etc. Et donc, on a une transformation aussi du profil des patrons de la recherche qui se développent. Et ces patrons, souvent, bah, ils sont pas, quand ils ne sont pas physiciens, parce que le monde physicien, les campus de physique restent encore marqués par l'influence du Parti communiste, autant ces nouveaux patrons-là ne sont pas du tout dans les mêmes types de rapports aux politiques que ceux de la génération d'avant. Et notamment, ils sont souvent des acteurs qui peuvent être passés par la résistance ou par le gaullisme résistant, comme c'est le cas de Tubiana, et en même temps avoir cette généalogie, parce que Tubiana, il est aussi passé par le labo de Frédéric Joliot, d'avoir cette généalogie de rapport à la raison et au rationalisme. Et eux vont bricoler leur propre rapport à la raison et au rationalisme à côté
des mots d'ordre du Parti communiste français et développer d'autres rapports au rationalisme que celui que propose l'Union rationaliste des premiers moments. Et notamment, Tubiana, lui, va écrire un livre qui s'appelle Le refus du réel, qui est très important, qui est dans cette mouvance-là, qui est publié en 1978, et qui finalement assimile alors toute une critique de l'écologie, donc avec l'idée très forte que dans la génération de Tubiana, les écologistes, en fait, c'est le retour à la terre, c'est Vichy, c'est des gens qui ont été antisémites, etc. à une époque. Donc il y a vraiment une amalgation entre écologie politique et collaborationnisme qui est très très forte dans ses écrits. Et aussi une critique de l'écologie comme étant antirationnelle et freinant l'avancée de la science. Et notamment déjà des critiques très très fortes contre Rachel Carson, qui est l'autrice de ce livre, Le printemps silencieux, dont il a entendu parler quand il est allé sur les campus aux États-Unis, etc. Et donc, qu'il a vraiment une critique très très forte de l'écologie politique. Et sur ce point-là, il va s'entendre bien sûr avec une partie des communistes qui, à l'époque, voient l'écologie comme une forme de concurrent dans l'espace politique potentiel. Et donc là, il y a une forme de passage de relais générationnel qui font que finalement, l'Union rationaliste accueille plutôt positivement ce type de discours-là, avec la particularité que Tubiana est un cancérologue qui développe l'usage des isotopes radioactifs en médecine, mais en lien avec la médecine publique. Donc il y a aussi cette idée que l'innovation technologique, à l'époque, elle est vue comme quelque chose de positif par les rationalistes version communiste ou de gauche, parce qu'elle se fait sous l'égide de l'État. Et que donc ce discours de défense de l'innovation ne doit pas être freiné par l'écologie politique ou des points de vue irrationnels, on la retrouve aussi tout à fait depuis un point de vue de gauche qui considère que finalement c'est du bien commun parce que c'est l'innovation publique. Et donc, si vous lisez par exemple un article de Michel Rouzet dans les Cahiers de la FIS en 79 qui s'appelle Le refus du réel, donc qui reprend exactement le titre du livre de Tubiana, lui-même il fait ce parallèle entre la critique des ésotériques, des paranormaux qu'il fait déjà depuis 10 ans dans sa revue, et puis les écologistes antinucléaires qui seraient irrationnels et paranormaux. Alors là, bien sûr, le point de vue que je développe là, ce ne serait pas de dire euh, il faut être antinucléaire ou qu'il faut absolument. Ce que je signale juste historiquement, c'est qu'ici, on a un argument qui est de dire que être contre le nucléaire serait paranormal en fait et irrationnel. Et donc, on a un glissement des arguments qu'on utilisait jusqu'ici pour surfer sur les thèmes populaires, les maisons hantées, les ovnis, etc. On va les voir recycler et réutiliser pour justifier le développement du parc nucléaire de 74-75, ce qui ne va pas de soi au départ. Donc, il y a des termes, il y a une émission de radio de Schatzman de l'Union rationaliste en 75, à la grande radio publique, où il dit, mais en fait, dans l'opposition nucléaire, il y a des choses irrationnelles, penser que ça va exploser tout le temps, etc. Et puis, il y a des choses plus rationnelles, comme qu'est-ce qu'on fait des déchets, par exemple. Et donc, mais là, dans ce discours-là de Tubiana, tout est irrationnel. Critiquer le nucléaire serait en soi une position quasiment ésotérique. Ce qui fait qu'en fait, à partir des années 80, on va voir disparaître dans les publications des mouvements rationalistes les questions de réflexion sur où va la science, à quoi sert la science, mais par contre, on va voir se mettre sur le même plan les gens qui critiquent, on va dire, l'ésotérisme, la critique de la technologie, c'est quasiment une forme d'ésotérisme. Et donc, on va développer ce truc de lutter contre les gogos, les croyances populaires, etc., jusqu'au bout, mais sans jamais développer un volet sur, finalement, est-ce qu'on peut avoir une réflexion sur où va l'effort de recherche en France ou ailleurs. Le tournant est encore plus fort, je trouve, à partir des années 80, à travers le mouvement zététique. Donc, la zététique, ça correspond à une autre étape, là aussi, de développement de cette réflexion, cette mouvance rationaliste, puisque déjà, ce n'est pas parisien, ça se fait depuis un pôle de province qui est à Nice, qui sont les campus de Nice, où Henri Brock est physicien dans un laboratoire de petite taille, assez éloigné des lieux de pouvoir, mais qui en plus, il rentre dans le métier avec une forme de précarité, c'est-à-dire qu'il est en charge des 100 statuts au CNRS, il est sur des contrats payés par l'armée avec un fonctionnaire de défense dans les locaux du laboratoire qui relie tous les papiers. Il travaille sur une application militaire de la cystine pour permettant de faire en sorte que les soldats sur le terrain ne voient pas leurs hélices d'ADN décoller trop vite s'il y a des bombes sales qui sont balancées sur le terrain. Donc, c'est des formes d'application de la physique qui sont très orientées vers l'armée. Donc là, tout l'objectif d'autonomie du départ, notamment par rapport au pouvoir militaire, on voit bien qu'il a déjà été pas mal affaibli. Mais par contre, le soir, il tient un serveur Minitel
Et là, déjà, ils sont en avance sur les questions de télématique, hein. Il tient un serveur Minitel qui s'appelle 3615Z, et où les gens peuvent signaler des choses qui seraient soi-disant paranormales ou autres. Et donc, Henri Brock va aller vérifier sur place, montrer que c'est faux, montrer qu'on peut le refaire soi-même. Donc là, par exemple, sur la photo du milieu, il se perce la langue comme un fakir, il marche sur des braises, en montrant que des choses qui sont présentées comme des pouvoirs paranormaux ne le sont pas. Et puis, avec un collègue physicien belge, il va importer en France le Randy Prize et il va créer un prix. En fait, si vous arrivez, et il marche toujours le prix, si vous arrivez à montrer dans les laboratoires de physique de Nice que vous avez un pouvoir super paranormal, eh bien, en fait, vous avez de l'argent qui a été bloqué sur un notaire, on vous donne un prix. Et en fait, les gens, plus de 200 personnes sont venues dans les laboratoires de Nice essayer de prouver qu'ils pouvaient magnétiser des portes, bouger des objets à distance, etc. Et à chaque fois, une équipe de physiciens venait prouver que ce n'était pas le cas et que c'était faux, etc. De la même façon, il envoie ses étudiants refaire des ronds dans les champs, comme les Nazca qu'on voit du ciel en Amérique latine. Enfin, voilà, il y a toute cette idée que, en fait, on peut transformer les cours d'amphi en cours d'introduction à la pensée et du doute, en prenant des éléments de l'ordre de la croyance populaire et en montrant qu'elle ne fonctionne pas et que ce serait ça faire la raison. Alors, le glissement, il s'opère aussi qu'en général, quand on fait ça, on s'adresse à des gens qui auraient des croyances populaires et on se tourne finalement depuis la cité scientifique vers le grand public pour montrer que les gens ont tort d'avoir ces croyances obscurantistes. Mais il n'y a plus de discours dans la zététique sur c'est quoi la responsabilité du savant par rapport à ses propres productions. Hein. Donc, il n'y a pas de critique interne au monde savant sur ce que le savant produit lui-même. Et là aussi, c'est un vrai glissement par rapport au débat sur la bombe atomique, notamment dans les années 50. Et à l'inverse, on va envoyer les étudiants et on transforme les cours de TD en démonstration. Donc là, on va reproduire les larmes du sein de Saint-Janvier avec des produits chimiques, montrer qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui sont présentées comme de la croyance religieuse qu'on peut en vérité tout à fait répliquer en laboratoire et qu'il n'y aurait rien de surnaturel dans tel ou tel phénomène. L'autre particularité aussi du mouvement depuis les années 80, c'est que le lien est en partie brisé avec les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire autant à l'Union rationaliste des débuts et encore un peu dans les années 60, on va trouver des sociologues, des historiens dans les bureaux de l'association, autant là, ce n'est plus le cas et ça concerne essentiellement des gens qui ont des positions dans des laboratoires de sciences physiques ou en chimie ou en biologie, mais finalement peu d'historiens, peu de sociologues. Je ne vois plus passer dans les archives ce qui fait le noyau dur des sciences sociales. Par exemple, personne de l'école des études en sciences sociales, où il y a 32 UMR et plus d'un millier de chercheurs. La particularité de ça aussi, c'est que la zététique prétend appliquer la même grille de lecture à des problèmes physiques et matériels aux problèmes des sociétés. C'est-à-dire avec le même type de bagage et de réflexes qui sont issus d'expérimentations de laboratoire, on pourrait traiter des problèmes physiques ou des problèmes humains. Donc là, par exemple, ça, c'est une grille en 6 points de comment repérer quelque chose qui serait faux, que ce soit une rumeur ou quelque chose en expérimentation de laboratoire. Et donc, il y a cette idée de dire que l'esprit d'expérimentation en lui-même, transposé tel quel, permettrait de comprendre les problèmes humains. Et la limite de ça, c'est qu'en fait, on ne perçoit pas que quand on fait des sciences humaines et sociales, l'instrument, c'est déjà vous, en fait, au départ. Donc, il n'y a pas de cette culture, finalement, de compréhension de ce que sont les sciences humaines. Elles ne sont pas intégrées. Et on a perdu ce surpoids de réflexivité. Et l'autre transformation aussi, c'est le rapport aux ONG et aux mouvements, notamment écologistes. Il est plus qu'inversé. C'est-à-dire, autant dans les débuts du rationaliste, notamment dans les années 50, on trouve des critiques de la de la, des pesticides, etc. Autant là, les zététiciens, notamment c'est un qui m'explique qu'il a fait ça pour RTE, il vend des livres à RTE et puis il fait aussi des fiches sur certains militants de l'ONG en expliquant que tel ou tel, il est bidon et qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Et donc le cinquième et dernier moment, et je pense que c'est la période où on est encore dedans, en fait, Sylvain, c'est ce que j'ai appelé excuse-moi. méchamment le triomphe du... Sylvain, Ouais, excuse-moi de t'interrompre juste pour t'informer, on en est presque à 1 heure de présentation. Voilà, ouais, c'était je pour te m'arrête, c'est dire. mon dernier point. Aujourd'hui, on a vraiment des groupements, donc l'Union rationaliste qui s'est effondrée en termes d'adhérents, et puis la FIS qui, elle, a su faire évoluer son mot d'ordre pour toucher ce public-là. Et donc, la évolution de la sociologie des associations, on le voit notamment, donc Michel Rouzet passe la main à Jean-Paul Krivine dans les années 2000, où finalement, Jean-Paul Krivine, lui, c'est un ingénieur EDF. Après, il y aura Michel No, qui est un ingénieur centralien. Donc, il y a une montée en puissance des ingénieurs dans ces associations-là.
qui correspond, et en même temps, on a une privatisation des débouchés des ingénieurs et une incitation des agronomes, etc., à aller vers un type de brevetabilité, de monter son entreprise, etc. Donc, on a une évolution de l'innovation qui ne se fait plus dans le giron public. Et un effondrement de la base militante du PC qui était un peu les troupes du rationaliste, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, le mouvement rationaliste le plus dynamique se fait encore autour de la FIS, mais les positions de la FIS sont celles en fait qui sont à l'image des ingénieurs qui vont en partie breveter le vivant, notamment la FIS a fait pas mal à une époque de place aux travaux de Louis-Marie Audebine sur son entreprise de lapins transgéniques et sur tout un tas de problèmes. Si on fait un comptage des articles, on voit très bien que la question qui est liée aux superstitions, ça représentait 60% des papiers dans les années 89-90, donc les sectes, les gourous, l'astrologie, c'était le gros de la production. Aujourd'hui, ça représente plus que 20% des papiers, et à l'inverse, on va avoir près de 40% des papiers qui portent sur les effets du progrès technologique sur l'environnement. Donc, comme ici, avec cette couverture, on a un papier sur les OGM, un papier sur les antennes relais pour accompagner le développement de technologies. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là, juste dire en conclusion, donc, ce que je voulais montrer, et le fonctionnement actuel lié au deuxième livre va dans ce sens-là, c'est que on a une transformation des organisations rationalistes. D'abord, c'est un combat qui est orienté vers l'autonomie de la recherche et du savant contre les pouvoirs militaires ou économiques ou les idéologies politiques, que ce soit le stalinisme ou autre. Et puis, on a des oppositions très fortes qui ont été très rapidement contournées en se projetant vers l'extérieur, vers le grand public, alors même que des débats n'ont pas été tranchés, notamment qu'est-ce qu'on fait des usages industriels de la science, etc. Et le dernier point, qui est plus lié à mon propre parcours à moi, c'est les sciences sociales dans tout ça, à quoi on sert? Est-ce qu'on est juste là pour rajouter finalement un discours hostile au gogo ou aux croyances, ou est-ce qu'on n'est pas là aussi pour faire un peu ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est-à-dire une forme de photographie d'ensemble de l'évolution du phénomène-là, et c'est un peu dans ce sens-là que je voulais intervenir aujourd'hui. Voilà. Je m'arrête là du coup, pour qu'on puisse avoir des questions. Merci. Merci beaucoup pour la présentation.